Je vous prie de m'excuser. Donc, je ne suis pas archéologue et je vais parler, enfin, c'est suite à une discussion avec Roger Rothman, qui avait semblé comprendre que, d'après ce que je faisais en termes de recherche, j'utilisais, peut-être d'une façon un peu inhabituelle, des données archéologiques. Et donc, il m'a dit, ça serait peut-être intéressant d'expliquer ça. Donc, ça me met dans une situation un peu inhabituelle de faire un exposé sur des recherches qui ne sont pas terminées, et à un moment où, pour l'essentiel, je n'ai pas atteint dans le livre que je suis en train d'écrire ce dont je vais parler maintenant. Donc, je sollicite l'indulgence du jury, surtout que je viens de m'apercevoir que j'ai perdu une page de mon exposé en vélo. Alors, je vais commencer à essayer, mais cela dit, je suis en fait tout à fait ravi d'être ici, parce que la vérité, c'est que quand j'avais 10 ans, mon premier rêve professionnel, c'était d'être archéologue, et donc je suis absolument comblé de pontifier sur des données archéologiques. Alors, mes recherches, en fait, consistent en une tentative pour comprendre le processus de différenciation et d'évolution des systèmes familiaux. La plus grande partie de mon travail, jusqu'à présent, en tant qu'historien anthropologue, ça a été de constater la diversité des types familiaux dans le monde et d'essayer de comprendre comment cette diversité de types familiaux permettait de comprendre, dans la phase de modernisation, la diversité des idéologies, la diversité des trajectoires de développement économique. Donc j'ai passé, je ne sais plus, 20, 25 ou 30 ans sur ce sujet. Et de mon point de vue, il est épuisé. Mais enfin, je décris les systèmes familiaux. Qu'est-ce que c'est les systèmes familiaux dont je parle? Ça va être, en simplifiant rapidement, la description de la structure des ménages et de leur cycle de développement, savoir si le ménage garde à tout moment une forme nucléaire, ou s'il prend des formes plus étendues, avec un enfant restant adulte avec ses parents, constitution de ménage à 3 générations, ou alors même plusieurs enfants. Donc dans ce cas-là, on a une famille qui s'étend latéralement autant que verticalement. La question du rapport entre hommes et femmes et du modèle de mariage est très importante. Est-ce qu'on a affaire à des sociétés, je dirais, unilinéaires, enfin des systèmes familiaux unilinéaires, dans lesquels les choses s'organisent autour des hommes, ou des sociétés dans lesquelles les phénomènes de succession s'organisent autour des femmes, ou au contraire, ce qu'on appelle des sociétés bilatérales ou indifférenciées, dans lesquelles on ne sent pas de grande différence entre les rôles masculins et féminins dans l'organisation du groupe domestique. Donc, c'est les principes généraux. Il s'agit simplement d'amener à la compréhension de l'intérêt des données archéologiques, pas de présenter le modèle dans son ensemble, bien entendu. Alors, le paradoxe de ma présence ici, c'est que, pour l'essentiel, en son cœur, ma méthode de recherche est, je dirais, je parle de la méthode. L'objectif est une histoire des systèmes familiaux, mais ma méthode de recherche est absolument, je dirais, anti-historique et cartographique. C'est-à-dire que le cœur de mon analyse repose sur l'utilisation de ce que les linguistes et les ethnologues des années 20 appelaient le principe du conservatisme des zones périphériques. Alors j'explique rapidement. Un ami linguiste un jour m'a ramené à la vie intellectuelle en m'introduisant à l'analyse cartographique des processus de diffusion, et il m'a révélé le principe du conservatisme des zones périphériques. Depuis, ma vie est transformée et je peux lire l'histoire dans l'espace. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de raconter les choses parce que je n'ai pas de diagramme. Essayez d'imaginer un rectangle, et dans chacun des coins du rectangle, un rectangle qui a une couleur ou un symbole, et dans chacun des coins du rectangle, vous cochez et vous avez une petite zone. Donc vous pouvez appeler la zone centrale, vous pouvez l'appeler B, et dans chacun des coins, vous allez avoir des coins que vous pouvez appeler A, c'est-à-dire portant la caractéristique A. Le principe du conservatisme des zones périphériques vous dit que ce genre de forme, alors bien entendu, ça peut ne pas être un rectangle et vous pouvez avoir plus ou moins de zone A sur la périphérie, c'est typique, c'est vraiment le genre de configuration dans lequel on peut lire, je dirais, l'histoire dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que
il y avait, l'une des hypothèses qui permet d'expliquer ce genre de configuration, permet de dire il y avait à l'origine un espace homogène qui avait la caractéristique A, au milieu il y a une innovation B qui s'est répandue vers la périphérie et qui ne l'a pas atteinte, et ça vous explique pourquoi vous avez tout autour des résidus de A qui sont la forme ancienne. Je ne rentre pas dans les détails, mais il est bien évident que si on utilise des modèles explicatifs de ce type, on utilise essentiellement des données diachroniques. C'est-à-dire, littéralement, on fait de la cartographie de ce qui existe comme forme familiale et on ne s'intéresse pas a priori à l'histoire, même si la carte vous dit ce que c'est que l'histoire. Je vous donne un exemple d'application immédiate. Si vous vous intéressez à la distribution, je dirais, dans l'espace mondial de ce qu'on appelle les systèmes patrilinéaires ou les systèmes patrilocaux forts. Patrilinéaire, ça veut dire organisé avec des principes de succession, organisé autour des mâles. Patrilocal, ça veut dire que quand le mariage arrive, la femme va s'établir du côté de la femme du mari. Vous allez observer que ces types sont à l'échelle du globe, il y a des nuances, je ne rentre pas dans les détails, mais il est très clair que vous observez des cartes faisant apparaître des distributions centre-périphérie. Je veux dire, par exemple, vous prenez tous les systèmes familiaux qui s'étendent, je dirais, des pays baltes jusqu'au Vietnam, du Nord, ou jusqu'aux Balkans, ou en prenant le monde arabe, etc., vous allez trouver ces systèmes avec une forte dimension patrilocale. Et si au contraire vous observez, vous essayez de faire la carte des systèmes qui n'ont pas cette caractéristique patrilocale ou patrilinéaire, je simplifie d'une façon absurde, hein, je n'oserais pas écrire des choses comme ça dans mon livre, hein, mais il faut bien que j'en vienne à l'archéologie. Vous allez voir que les systèmes de parenté, soit matrilocaux par exemple, où on va s'établir du côté de la femme, soit matrilinéaire, si on pense en termes d'organisation de la parenté, et c'est encore plus vrai pour ce qu'on appelle les systèmes bilocaux, ou bilatéraux, ou indifférenciés, dans lesquels les hommes et les femmes n'ont pas, je dirais, de rôle particulier, vont se répartir sur la périphérie de l'ensemble eurasiatique. Donc ces systèmes de parenté indifférenciés sont caractéristiques de la plus grande partie de l'Europe. Vous allez en trouver en Asie du Sud-Est et vous allez en trouver au coin nord-est de la Sibérie. Et c'est ce genre de choses que je fais, et c'est une méthode qui est, je dirais, rigoureusement non historique. C'est-à-dire que le gros, ou très peu historique, c'est-à-dire que le gros de la cartographie s'appuie sur l'utilisation de monographies réalisées, je dirais, dans notre présent par des anthropologues, et puis pour l'Europe, j'utilise, alors là c'est vrai, des données historiques remontant au plus tôt au XVIe siècle. Mais on n'est pas dans le domaine de l'archéologie, c'est des données historiques papier, c'est des documents d'archives. Ça va être des listes d'habitants décrivant la structure des ménages, ça va être des coutumiers donnant les règles de succession, lors de la division des héritages. Donc, ça c'est le gros du modèle, et je dirais que c'est 95% de mon travail de recherche et d'interprétation. Mais une fois qu'on a fait ça, je veux dire, on est amené finalement, on fait des hypothèses sur l'histoire, c'est-à-dire qu'on va avoir des centres de zones qui représentent, qui sont dominés par ce que j'ai appelé l'innovation, le caractère B, et puis vous allez avoir sur la périphérie les traces de systèmes archaïques que j'ai appelés système A. Mais en toute logique, une fois que vous avez fait ça, si vous avez une hypothèse forte et claire sur la distribution des types, vous pouvez faire l'hypothèse supplémentaire que si vous plongez très très loin dans le passé du centre, du cœur, vous allez pouvoir retrouver, je dirais, quelque chose qui ressemble à ce que vous avez au présent dans la périphérie. Est-ce que je suis clair? Parce que je doute. D'accord?
je donnais, et pour ça, je veux dire, si on veut aller, je dirais très très loin, les données, ou ce qu'il faut bien appeler des données archéologiques, sont très utiles. Alors, je ne suis pas archéologue, j'ai ramassé des choses au hasard et sans préconception théorique. Donc, pour moi, honnêtement, j'en suis resté à la vision de l'archéologie que j'avais quand j'étais en sixième et je voulais être archéologue. On déterre, on fait des trous et on trouve des trucs qui ne sont pas du papier. Il peut y avoir des choses écrites dessus, ça peut ne pas être des choses écrites, mais c'est des machins qui ne sont pas du papier. Je ne sais pas, je ne vais pas faire sortir. Exemple, si vous prenez le Japon actuel, le Japon vous paraît peut-être périphérique, et vu d'ici il l'est, mais il est fort proche de la Chine. Son système familial traditionnel n'est pas celui qui pouvait apparaître à la fin de l'époque Meiji, avant la période d'industrialisation et d'urbanisation, n'est pas patrilinéaire, mais fortement patrilocale. C'est un système souche, très organisé, et vous avez un gros élément d'asymétrie. Vous allez avoir 80% des taux de patrilocalité, vraisemblablement de l'ordre de 75 à 80%. Donc mariage du côté de la famille du mari. En Chine, ça serait 100%, hein. On est plus proche du centre. Je suis tombé sur une étude tout à fait extraordinaire d'un japonais qui s'appelle Tanaka. C'est pas le seul, à mon avis, vu la distribution des noms japonais, qui se pose la question de l'orientation géographique du mariage homme-femme en utilisant un document d'un type tout à fait particulier, des ossements, des débris dans des fosses. Alors ça remonte à la période Jomon finale, c'est-à-dire imaginez vers 500 avant Jésus-Christ, avec un tout petit début de quelques cultures, mais essentiellement des populations vivant assez nombreuses, ayant inventé avant l'agriculture la poterie, mais vivant essentiellement, je crois, de la récolte des produits de la mer. Donc ça a laissé pas mal de fosses, de cimetières, etc., avec des débris osseux. Et l'analyse génétique a permis, dans deux communautés, de montrer qu'il n'existait pas plus de liens de parenté, ne riez pas surtout, entre les débris masculins qu'entre les débris féminins. En fait, il n'y avait pas d'orientation dans la parenté génétique indiquée par les débris. Et le type interprète d'une façon simple et géniale ça, et dit, ça veut dire que le système de mariage était bilocal, non orienté. Qu'est-ce que je disais? Donc vous trouvez bien, bilocal, ça veut dire indifférencié, et donc vous trouvez bien dans un passé assez ancien, au moyen d'une technique que je m'obstine à définir comme archéologique, à tort ou à raison, je veux dire quelque chose de tout à fait essentiel, une première vérification de cette idée que, en plongeant dans le passé, on peut retrouver ce qu'on a vu sur la périphérie. Alors je vais donner un autre, mes exemples sont assez décousus, mais encore une fois, je viens parler, je suis content de le faire, mais ça n'est pas le centre de mon travail. Je donne des exemples simplement du genre de choses que je tire pour mon travail, du genre de confirmation que je tire pour mon travail de certaines données archéologiques. Alors, je vais donner un autre exemple qui concerne la Grèce ancienne. Et alors là, je ne parlerai plus de centre de périphérie, je ne parlerai plus de modèle général, je vais simplement évoquer le genre de données que je trouve et que je trouve avec un sentiment d'émerveillement en fait. Je n'aurais jamais la mise au contact du travail des archéologues. Je veux dire, vraiment, moi je suis spécialiste des structures familiales et je veux dire, jusqu'il y a quelques années, je n'aurais pas imaginé qu'on puisse obtenir des résultats pareils. Donc je suis vraiment sincèrement impressionné de trucs. Alors par ces trucs. Je donne un exemple d'un fait que j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Le mariage grec, je ne sais plus, mettons d'Athènes à l'époque augustéenne, ou du 6e siècle à l'époque augustéenne, si mes souvenirs sont exacts, d'Anne-Marie Vérillac et Claude Vial, qui entre autres, à côté de bien d'autres choses, permettent une relecture du problème de l'endogamie en Grèce.
Je veux dire, il y avait sur le fonctionnement des cités grecques ou de la culture grecque classique, et même plus tardive, jusqu'à l'époque romaine, il y avait une sorte de présupposé d'endogamie. Alors pourquoi parce que dans la période la plus tardive, on trouve dans des communautés grecques de Basse-Égypte, c'est-à-dire pratiquement à l'époque, on retrouve ça dans des recensements, alors là c'est du papier donc je n'en parle pas, de l'époque romaine, des taux de mariage entre frères et sœurs absolument phénoménaux, et tout à fait inhabituels. Et puis dans les codes de loi grecs de la période classique, on trouve ce qu'on pourrait appeler une certaine tolérance pour le mariage consanguin, pas simplement pour le mariage entre cousins, mais aussi pour le mariage entre demi-frères et demi-sœurs de même père. Ce qui suggère que de même mère, ça aurait été plus grave, et ça quand même, c'est interdit. Et puis il y a surtout cet élément central, je dirais, du système familial athénien, qui est ce cas d'une fille qui n'a pas de frère, donc dont le frère ne peut pas hériter, puisqu'il n'existe pas, et qui a l'obligation d'épouser quelqu'un de la parenté agnatique, c'est-à-dire de la parenté paternelle, pour que le bien reste dans le lignage paternel, ce qu'on appelle la jeune fille épiclère. C'est un problème classique en Grèce. Tout ça crée une sorte de présupposition de ce que la culture grecque de base était endogame à l'époque. Ce qui, je dois le dire, personnellement, ne m'arrangeait pas du tout, parce que dans mes modèles, l'endogamie apparaît plutôt comme une apparition tardive et ça ne me plaisait pas de trouver trop d'endogamie trop loin dans cette zone. Je suis tombé sur un examen statistique dans le livre que j'ai mentionné, dans l'examen statistique d'un corpus d'inscriptions, alors toutes sortes d'inscriptions ramassées sur des pierres, sur des poteries, enfin tout ce qu'on veut, sur lequel figure, je suis désolé, je suis en situation d'amateur qui fait ce qu'il peut. Hein. Je demande la tolérance de la salle. Ce n'est pas ça qui apparaîtra au final dans mon livre, et en plus c'est une recherche inachevée. Donc j'ai passé ma journée d'hier à ramasser tout ça. Soyez indulgents, je vous en prie. Voilà. Et donc sur ces inscriptions figure, c'est un corpus d'inscriptions sur lequel figurent des couples et dans lequel peuvent être précisés, en termes d'appartenance, le dème du mari et le dème du père de l'épouse. Alors le dème, c'est un territoire où l'appartenance est définie de façon patrilinéaire. Ça permet de donner une évaluation, alors c'est la statistique, il faut passer par la statistique, une analyse d'environ 250 cas, ou plus de 250 cas, et vous pouvez distinguer les cas où vous pouvez voir si le mari et le père n'appartiennent pas au même dème, auquel cas l'endogamie, c'est-à-dire que le mariage dans la famille apparaît comme impossible, et puis les cas où le mari et le père appartiennent au même dème, ce qui veut dire que l'endogamie est possible, mais bien entendu n'est pas certaine. Et vous obtenez 233 cas d'exogamie certaine et 34 cas d'endogamie possible, ce qui veut dire que dans 87% des cas, l'exogamie, c'est-à-dire que l'absence de mariage dans la parenté est certaine. Dans 13% elle est possible. En fait, à l'instinct, ça vous fait dire que l'endogamie à Athènes entre le VIe siècle et l'époque augustéenne, l'endogamie est inférieure à 10%, et ça vous définit le système comme à dominante exogame. Dans mes modèles, ça donnera quelque chose, sans doute, la combinaison de ces taux de mariage dans la parenté relativement faibles, mais existants, couplés à certaines tolérances au mariage consanguin, les obligations, je pense que je serai amené à l'interpréter au final comme une situation dans laquelle un modèle exogame beaucoup plus dur est en train de s'effriter. Et effectivement, dans la période ultérieure, on trouvera en Égypte, chez les Grecs d'Égypte, des niveaux d'endogamie assez durs. Alors là, on est dans l'exemple japonais, comme dans l'exemple d'Athènes,
j'étais sur des problèmes de mariage, c'est-à-dire quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire où est-ce qu'on va s'installer après le mariage, du côté de la femme, du côté du mari? Est-ce que les deux conjoints sont parents ou non? Je veux dire, quand on cherche à aborder la question encore plus centrale, pour moi, non pas tellement plus centrale, également centrale, de la structure des ménages, de la structure des groupes domestiques, paradoxalement, je veux dire, a priori, c'est là qu'on attendrait le maximum de performance de l'archéologie, puisque l'archéologie déterre des habitations, en théorie, déterre des maisons, déterre des villes. Et en fait, non. Je veux dire, c'est typiquement, je veux dire, il y a des plans de maison, on est capable de faire, dans tout ce que j'ai relevé, des affectations de pièces, mais il est rarement possible de tirer de ces reconstitutions d'habitat quelque chose qui évoque, alors en tout cas pas la structure du ménage. Parfois, le meilleur de ce que j'ai trouvé, c'est dans un article d'un type qui s'appelle Wallace Adrill, je le prononce à la française parce que Wallace j'y arriverai, mais Adrill, H-A-D-R-I-2-L, je le sens pas comme prononciation. Donc c'est un article qui concerne essentiellement la taille et la distribution de taille des habitations de Pompéi. Et alors c'est un article très sérieux et assez modeste dans ses conclusions, c'est-à-dire qu'il dit bien qu'on ne peut pas, je veux dire, la composition de la famille romaine, c'est trop demandé. Tout ce qu'il peut dire, ça n'est pas inintéressant, c'est que la taille des maisons est vaste et inégalement distribuée, et qu'on peut faire l'hypothèse de ménages atteignant 7 à 8 personnes en moyenne, ce qui est très élevé, mais sans qu'il soit du tout possible de dire si cette taille de 7 à 8 personnes correspond à des unités domestiques rendues complexes par l'agrégation de parents. On pense en particulier au principe patrilinéaire de la famille romaine. Je veux dire, est-ce que ça va être des groupes de frères, ou est-ce que ça va être des associations de génération, ou est-ce que ça serait des familles nucléaires, mais avec autour une foultitude d'esclaves et de sous-familles ou d'embryons de familles relevant plutôt du concept de domesticité, donc non parents. Donc en fait, assez peu de choses. Ça, c'est typiquement, je le mentionne parce que l'effort et la conceptualisation est admirable, mais on ne peut pas en faire grand-chose. Alors, je vais maintenant exposer pour terminer comme exemple ce qui a été pour moi le véritable émerveillement sur le don de l'archéologie pour l'histoire des structures familiales. J'aurais pu prendre plein d'exemples. Je veux dire, il y a toutes sortes d'autres choses dont j'aurais pu parler, la façon dont on peut utiliser, je veux dire, l'iconographie, les statuaires pour spéculer sur le statut de la femme. C'est toujours un peu casse-gueule, mais on peut le faire. Mais pour moi, je dirais le véritable émerveillement, dont je n'ai pas encore tiré grand-chose sur le plan pratique, c'est la Mésopotamie. C'est-à-dire que honnêtement, jamais je n'aurais imaginé, avant d'entrer à la bibliothèque d'assyriologie du Collège de France, qu'on puisse savoir tant de choses, ou que les recherches sur les structures familiales et le fonctionnement de la famille aient autant avancé sur la Mésopotamie. Alors, mon premier émerveillement, je sortais d'une expérience dure avec un jeune polytechnicien crétin, transformé en espèce d'appendice des ordinateurs dans une salle, vous savez, ces salles où histoire de salles de marché, où des types ayant fait je veux dire, plus de 10 ans d'études, ayant atteint des niveaux mathématiques incroyables, sont transformés en abrutis spéculant sur des petites variations de taux pour des produits, pour des matières premières. Ça m'avait énormément déprimé, etc. Et je suis entré peu de temps après à la bibliothèque d'assyriologie
du Collège de France, où j'ai trouvé des jeunes mecs déchiffrant des textes cunéiformes, ayant aussi des baskets, et j'ai découvert que le monde de la culture de mon enfance était loin d'être mort, et qu'il y avait encore des univers où la connaissance, une connaissance désintéressée, avec une passion de la recherche, existait. Donc ça m'a fait un bien fou. Mais ce que j'ai découvert surtout, c'était ce que la technique d'écriture mésopotamienne, c'est-à-dire écriture sur tablette d'argile, avait produit en termes de survie des matériaux et survie de la documentation. J'ai cru comprendre que ça survivait encore mieux, paradoxalement, quand les bâtiments étaient incendiés, parce que là les tablettes étaient cuites et maintenues dans un état de conservation encore supérieur. Mais la vérité, c'est que qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout, c'est-à-dire qu'on trouve un univers familial entier, c'est-à-dire on trouve des codes juridiques contenant, je veux dire, vous connaissez tous le code d'Hammurabi, là c'est une pierre, on n'est pas dans la catégorie de l'argile, il y a aussi beaucoup de choses écrites sur pierre en dur, mais donc vous trouvez toute une documentation, pas simplement de codes juridiques, mais je dirais des actes juridiques. Vous trouvez des actes de partage, vous trouvez je suis tombé sur un article qui était une querelle de succession entre frères qui avait l'air tiré d'un roman balzacien. Vous allez trouver des contrats de mariage, vous allez trouver des contrats de vente qui mettent en scène des familles ou des groupes de parents plus lointains. Vous allez trouver des listes généalogiques qui vous montrent comment les gens pensaient le système de parenté. Vous allez aussi trouver quelquefois, vous allez trouver des contrats d'adoption qui vous permettent d'étudier les questions de matrilocalité d'une façon originale, et vous allez trouver des listes de distribution qui permettent carrément, dans certains cas, d'observer quelque chose qui est une structure du ménage. Donc, par exemple, il y a des endroits où vous pouvez dire, les contrats d'adoption, dans certains cas, vous permettent de définir une structure complexe du ménage. Mais vous avez des cas où vous pouvez dire à tel endroit, à tel moment, la famille était nucléaire. Alors, encore une fois, je n'en suis pas là dans mon bouquin. J'ai photocopié des tonnes d'articles et je ne ferai pas d'hypothèse sur ces données qui définissent en fait un univers de recherche. Vous pouvez rentrer dans une cartographie interne des règles d'héritage en Mésopotamie. En fait, je veux dire, c'est le genre de surprise que vous avez. Vous trouvez un univers de documentation. Je parle d'une période qui s'étale, je ne sais pas moi, entre le 3e millénaire avant Jésus-Christ et du 3e, mettons, au milieu du 1er millénaire. Il y a des grosses oscillations. Hein. Le plus loin n'est pas toujours le plus mal loti en termes de documentation, mais vous avez un univers de documentation qui me semble, je n'ai pas encore utilisé, mais qui me semble valoir largement l'univers de la documentation médiévale pour l'Europe. Et ça, c'est 5 minutes, c'est parfait. C'est parfait, vous avez tort d'être inquiet. Voilà. Si ce genre de sujet, la meilleure introduction rapide à cet univers, c'est un bouquin que j'ai trouvé d'ailleurs à la bibliothèque du Louvre, qui est le bouquin de Postgate, qui s'appelle Early Mesopotamia, dans lequel on trouve d'ailleurs, d'une façon caractéristique, la meilleure analyse conceptuelle des rapports entre ménage et famille. C'est-à-dire que là, il ne peut pas se contenter d'être vague, parce que la documentation est telle qu'on peut faire beaucoup de choses, et donc il doit rigoureusement, ce qu'on trouve très rarement, définir les uns par rapport aux autres, les concepts de parenté, de ménage, etc. Alors honnêtement, il est membre de Trinity College, et Trinity College, c'était le collège où vivait, il est décédé maintenant, le pape de l'analyse des structures familiales, Peter Laslett. C'était le collège où j'ai fait ma thèse. Donc je pense qu'il était un peu avantagé pour faire ça par des discussions à la high table. Mais quand même, je pense que c'est un rapport avec la qualité des données. Alors, en conclusion, rapidement, pour rester dans les 5 minutes, donc, il ne faut ni exagérer, ni minimiser. C'est-à-dire que, je le répète, pour moi, ces données ne représenteront au final
Ces données historiques lointaines, archéologiques, ne représenteront au final peut-être que 5% de ma documentation, et surtout, je pense qu'elles ne sont pas utilisables indépendamment de l'existence d'un modèle explicatif global. C'est-à-dire que les documents ne parlent pas d'eux-mêmes, il y a toujours une latitude d'interprétation qui fait qu'on ne pourrait pas tirer une compréhension directe de ces documents. Donc c'est une vision minimaliste. Mais d'un autre côté, il faut bien dire que, ayant développé ce modèle sur la base de données cartographiques, le modèle que je vais faire ne vaudrait rien sans la preuve par ces plongées dans un passé très lointain. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, que cette hypothèse sur le caractère indifférencié, bilatéral des systèmes de parenté, je veux dire, soit vraiment vérifiée, il va falloir que je trouve au plus profond de l'histoire, dans la zone centrale du passé, quelque chose qui suggère que la possibilité d'un système de parenté indifférencié, qu'un système de parenté indifférencié existait avant la mise en place de systèmes patrilinéaires, patrilocaux très très durs. Je vous remercie.